Madame, Monsieur, bonsoir. Criminalité à Kinshasa et dans toutes les provinces du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir une fois pour toutes? Vous le savez, dernièrement, la justice a condamné certains Kuluna qualifiés de criminels, condamnés à mort, et puis annoncé qu'ils pourraient être exécutés et envoyés à la prison d'Angenga dans l'ex-province de l'Équateur. Que pensez-vous de cette situation et qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir avec les phénomènes criminels en RDC et quel est le vrai remède? Nous allons en parler dans cette émission et pour en parler, nous recevons pour vous celui qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Bonsoir. Bonsoir, cher Ambroise Mamba. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes avocat, vous êtes chercheur aux crèches. Et chercheur aux crèches, hein, donc les centres de recherche en sciences humaines. Alors, nous parlons justement du phénomène criminel en RDC. Quel remède? D'abord, il faut préciser ce que c'est le phénomène criminel. La criminalité, en général, c'est le comportement de certaines personnes qui vont à l'encontre des lois répressives, des lois de criminalisation de certains comportements. Donc, le comportement des personnes qui vivent en marge des valeurs de la société humaine. Alors, lorsque on comprend ce que c'est le phénomène criminel, l'on doit se poser la question des causes réelles qui engendrent ce genre de comportement qui engendre la criminalité. En sociologie criminelle, la criminalité peut avoir plusieurs causes. Lorsque on se met à la recherche des causes réelles de la criminalité, lorsqu'on les découvre, c'est alors que l'on peut concevoir la politique criminelle d'un État. Et ça, c'est la charge qui revient au ministère ayant la justice dans ses attributions. Pour ma part, je constate que l'étude des causes de la criminalité n'a pas été bien menée. Parce que si aujourd'hui on peut se focaliser sur le phénomène Kuluna, qui est une des facettes de la criminalité en République démocratique du Congo et en particulier à Kinshasa, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qui explique quelle est la variante indépendante de cette criminalité? Et parce que la criminalité est une variante dépendante. D'après mes recherches, comme quelqu'un qui a été formé aux humanités d'études sociales, je découvre qu'il y a d'abord la première cause. Ça, c'est de manière générale. Parce que nous avons ici à Kinshasa un cas aussi particulier qui n'est peut-être pas vécu dans d'autres provinces. Voilà. Il y a l'exode rural. Ce phénomène de l'exode rural a pour conséquence non seulement d'amener la densité de la population, la démographie de s'accroître à Kinshasa, mais également les personnes viennent à Kinshasa avec leur potentialité criminelle. Ceux qui délinquaient en province, lorsqu'ils viennent à Kinshasa, ils viennent avec leur potentialité criminelle. Ainsi, le taux de criminalité à Kinshasa accroît à la suite de l'exode rural. Deuxième cause que j'ai observé, c'est le taux de chômage. Donc, les personnes n'ayant pas du travail, et ceux qui viennent des provinces et ceux qui sont sur place. Elles s'adonnent
au phénomène criminel. Le phénomène criminel, il n'y a pas que Koulouna. Regardez partout, les emprises publiques de l'État sont envahies et privatisées par des bistrots, par des marchands. C'est une sorte de criminalité qui ne dit pas son nom. Mais parce que comme on veut se focaliser sur le phénomène Koulouna, on oublie même qu'il y a la criminalité de détournement des deniers publics, la criminalité de corruption, la criminalité d'avortement et la criminalité sur le marché qui fait que est-ce que Kinshasa a besoin de vente de machettes? Les machettes que l'on vend à Kinshasa, oui. Est-ce que Kinshasa est une zone rurale? À quoi peut servir ce grand nombre de machettes vendues sur le marché de Kinshasa? Je voudrais qu'on puisse y aller mollo mollo. Je suis en train d'énumérer les causes de la criminalité à Kinshasa. Oui. Il y a l'injustice. Lorsque une personne se considère comme victime d'une injustice sociale, cette personne choisit sa propre méthode pour se faire justice. Et donc, le phénomène criminel a plusieurs dimensions, a plusieurs causes, que pour bien y remédier, il faut qu'on connaisse au préalable les causes de la criminalité. Et qu'on résolve les causes. Les causes. Parce que vous pouvez vouloir frapper alors que quand la sanction n'est plus dissuasive, donc vous pouvez arrêter aujourd'hui, juger par la procédure de flagrance. Et surtout que lorsqu'on juge en procédure de flagrance, la ratio legis, le but poursuivi par la procédure de flagrance, c'est d'intimider ceux qui ont vécu le phénomène criminel afin que ces personnes se fassent prévenir dans l'avenir. Mais lorsque vous faites une procédure de flagrance, vous jugez et vous prenez les personnes pour qu'elles aillent purger leur peine en dehors du lieu où ils ont été arrêtés, où le crime a été commis. Donc on perd l'objectif de persuasion par rapport aux habitants qui devraient sentir que la répression a été effective. Ah bon? Et donc, même dans la conception de la procédure pénale, le jugement, le prononcé de la peine, l'exécution de la peine, cela doit avoir pour finalité de prévenir, oui, pour que certains citoyens ne puissent pas retomber dans la même criminalité. D'accord. Alors, je vais prendre les causes. On va énumérer les causes et puis on va y aller mollo mollo. Vous avez parlé de l'exode rural qui amène les gens qui ont déjà des requis de la criminalité. Il y a les chômages, les taux de chômage. La criminalité liée au détournement des deniers publics. Ça, c'est aussi une forme de criminalité. Bien sûr, c'est interdit par la loi. Prenons d'abord, commençons par la première cause, l'exode rural. Mais du temps de Mobutu, vous ne pouviez pas vous déplacer d'une région à une autre sans que le chef de rue, de là où vous allez, ne vous identifie. Ouais. Sans que le chef de quartier ne vous identifie. Aujourd'hui, quand nous allons parler de remèdes, comment endiguer le phénomène Koulouna, nous allons y revenir. Mais aujourd'hui, les gens se déplacent à volonté. Dans une même parcelle, vous pouvez trouver 200 personnes. Sur le plan sécuritaire, il y a un problème. Comment on va lutter contre la criminalité lorsque les gens viennent à Kinshasa et qu'on ne sait pas les compter, ils ne sont pas dénombrés? C'est ça. La première de méthode pour maîtriser le phénomène criminel, il faut maîtriser les taux de la population dans la rue, dans le quartier, dans la commune, dans la ville et en République démocratique du Congo en général. Oui, mais pour Kinshasa, Kinshasa quand même reçoit des gens qui viennent de zones non sécurisées, par exemple à l'est du pays. C'est difficile quand même de maîtriser. Non, mais maintenant, quand ces personnes-là arrivent à Kinshasa,
le chef de rue doit savoir que dans telle parcelle, il y a ajoute d'autant de personnes. Ils doivent être listés, identifiés. Le chef de quartier de même. Le bourgmestre doivent faire ce rôle-là, cette tâche-là doit être accomplie. Mais vous venez de dire que ces gens-là qui se déplacent, qui viennent de province, ont déjà quelque chose de prérequis lié à la criminalité. Alors c'est à ce moment-là, la criminalité, tout le monde est criminel en son genre. Il y a ce problème en matière de criminologie, on gère la dangerosité criminelle. Okay. Donc, toute la criminalité ne représente pas la même dangerosité pour la société. Alors, et les taux de chômage, et là, bien évidemment, ça crée une insatisfaction. Je peux vous donner l'exemple. J'y reviens souvent. Lorsque vous payez à un agent de l'État, prenons 200 $, ce monsieur-là a une femme et les enfants, il paye un loyer de 350. Il envoie ses enfants à l'école. Il va au boulot du 1er au 30. L'État peut-il justifier qu'avec 200 $, ce monsieur peut faire ça? Au-delà, s'il est au-delà de ce qu'on lui paye, le surplus est le fruit de la criminalité. Il n'y a pas de magie. Le surplus est le fruit de la criminalité. Soit en termes de corruption, de détournement ou de concussion. Concussion parce que souvent ça ne se parle pas. C'est le fait pour un agent de l'État d'exiger ou de recevoir ce à quoi il n'a pas droit vis-à-vis d'un administré. Par exemple, vous voulez obtenir un certificat d'enregistrement pour votre parcelle, on vous demande le frais pour l'État, c'est autant, mais l'agent de l'État dit, bon, comment? Pour accélérer la procédure, vous pouvez débourser 500 $. On appelle ça le paiement de l'indu. Et c'est cela qui permet à cet agent de l'État, et donc au-delà de 200 $ qu'on lui paye, de nouer le deux bouts du mois. Donc la criminalité, si elle n'est pas officiellement institutionnalisée, elle est officieusement institutionnalisée parce que le train de vie d'un agent de l'État, du 1er au 30, femmes, enfants, la scolarité, pour chaque mois, c'est la preuve d'une criminalité non découverte. Parce qu'on poursuit seulement le crime découvert, dénoncé. Quid des crimes non dénoncés, non découverts. Ah oui, quand on parle de crime, heureusement vous avez fait un effort d'expliquer ce qu'on entend par phénomène criminel. Et bien entendu, ici à Kinshasa, quand on parle de la criminalité, on voit beaucoup plus la violence, on voit les machettes, on voit tout ça, mais on oublie que le côté là de l'argent ici aussi fait problème. Mais tout ce que vous dites, que si on commençait à poursuivre quelqu'un qui touche 200 $, on cherche à comprendre pourquoi il a noué les deux bouts du mois. Oui. Ça risque aussi d'être mal interprété. Il doit expliquer comment l'État t'a payé 200 $. Et toi, tu as envoyé, tu viens de payer 300 $ à l'école. Tu as payé 350 à ton bailleur. Et puis, tu viens chaque fois au boulot. Et puis, chaque fois, tu manges bien. D'où est-ce qu'il ne va pas réagir en disant, mais vous avez les kilos de venir me poser cette question, pourtant vous me payez mal? Non, la réponse est que toute société a les criminels qu'elle mérite. Ou que la société elle-même fabrique. Parce que la société crée ses propres criminels. La société crée ses propres criminels. Vous voyez en France aujourd'hui, pour question des retraites que l'on a placées à 64 ans, deux gouvernements sont tombés. Le troisième est sous menace. Dites-moi, quel est le politicien congolais qui est derrière ces idées, qui peut se contenter de statuts d'opposants ou des pro-Félix ou des pro-Joseph Kabila? Ceux qui étaient hier avec Joseph Kabila, on ne sait pas quelles idées ils défendaient. Quand Félix est arrivé, ils ont changé de casaque. Demain, si ce n'est plus Félix, vous verrez le même. Donc, nous avons d'abord un problème de société, un problème d'hommes d'État qui doivent servir les idées.
les idéologies au lieu d'être derrière l'argent, les honneurs et le pouvoir. Ah. Donc, chaque société a ses propres criminels qu'il fabrique. Ok. Qu'elle fabrique. Là, il faut changer de mentalité. Parce que Changement de de mentalité, il faut qu'on soit des gens de conviction. Il faut défendre ces convictions jusqu'au bout. Comme moi, je suis un défenseur de la révision constitutionnelle, pas de changement de constitution. Je suis un défenseur de l'abolition de la peine de mort. Je vous avais dit que ça ne sera jamais exécuté. Il faut qu'on puisse changer de méthode. Comment endiguer le phénomène criminel. On va arriver à la peine de mort. Alors, on est en train d'analyser un peu les causes du phénomène criminel en RDC que vous avez énuméré. On en arrive à la vente des machettes. Quand vous l'avez dit, ça m'a fait un peu rire. Oui. Est-ce que Kinshasa a besoin que l'on vende des machettes dont se servent les Kourouna? Pourquoi le gouvernement n'arrête pas l'importation de machettes? Et même si on importe des machettes, ou la fabrication de machettes à Kinshasa, qu'on puisse les vendre en province, dans des zones rurales. Qu'elles viennent faire les machettes ici à Kinshasa? Il y a le plateau des Mateke. Bien sûr, il faut aller vendre là-bas. Là-bas. Et même, je pense qu'en plein centre-ville, vous entrez dans un magasin, vous trouvez des machettes qui sont vendues. Et les Kourouna peuvent aussi entrer et s'acheter les machettes. Ils s'achètent et le soir, ils opèrent avec ça. Vous voyez ça? Et donc, il faut une politique gouvernementale qui doit s'inviter à découvrir d'abord le vrai cause de la criminalité. Il y a quand même des petits usages de machettes en ville, quand même. Maître Jean-Marie Kabengele. Pour faire face à ces phénomènes, on peut en interdire même pour un temps. Le temps de contrôler, d'endiguer le phénomène. Parce qu'il y a des lois de circonstances pour ceux qui ont fait les bonnes études de droit. Il y a des lois de circonstances. On peut prendre une loi pour gérer une période bien déterminée. Quand la période est maîtrisée, la loi devient caduque. C'est ce qu'il faut par rapport à la vente de machettes. Injustice sociale. Injustice sociale, c'est tout ce que je viens de parler. Et donc, il faut qu'on puisse équilibrer les rémunérations à partir du sommet jusqu'en bas. Il faut que toute personne qui est au service de l'État, toute personne qui travaille, même les chômeurs doivent être pris en charge. Pour éviter que le chômeur ne puisse se tourner vers la criminalité pour survivre. Parce qu'il y a l'instinct de survie. Ça habite tout le monde. Personne ne peut, au moindre effort, mourir. Alors, tant qu'il a la force de se sauver, donc on recourt à des moyens non autorisés par la loi, notamment à la criminalité pour survivre. Oui, maître, pour le cas de notre pays, la RDC, avec tous les problèmes qu'a notre pays, toutes les causes que vous avez énumérées ici, en commençant par l'exode rural, le chômage, la criminalité, la vente des machettes, l'injustice sociale, tout ça, est-ce que c'est en un laps de temps qu'on peut résoudre ça? Là, il faut un grand projet à long terme qu'on peut résoudre ça. Non, le phénomène criminel, lorsqu'il est maîtrisé, on peut bien le gérer. Je vous donne à titre illustratif plutôt, le cas de l'exode rural. Lorsqu'on maîtrise le taux de la population, on peut passer par la banque. C'est ça qu'on dit que le juriste, il faut avoir beaucoup de renseignements en soi. Au niveau même du gouvernement, il faut avoir beaucoup de renseignements en soi. Pensons que même avant le recensement, que chaque citoyen congolais soit détenteur d'un titre d'identification dans la rue, mais titre sécurisé, comme les cartes bancaires que nous avons, comme les cartes de marché, supermarché que nous avons, n'est-ce pas? Qui vous identifie que vous êtes à tel numéro de telle avenue. Vous êtes connu du chef de rue, vous êtes connu du chef de quartier, de bourgmestre, n'est-ce pas? Mais vous, criminels, vous êtes facilement donc identifiable. On peut bien vous localiser. Parce que on va vous poser la question, vous habitez quelle rue? Quel numéro? On vient là, on vous trouve que vous n'êtes pas là. Parce que la plupart des Kourouna n'ont pas d'adresse fixe. Vous prenez. Vous pouvez poursuivre et faire juger.
Donc, vous pouvez passer même par la Banque centrale, faire des papiers à valeur, papier monnaie. Les individus viennent, ils payent ce qu'il faut payer et l'individu sera détenteur de cette pièce-là qui l'identifie comme résident à tel numéro. Aujourd'hui, posez la question au chef de rue, chef de quartier, combien d'habitants de la rue dans leur rue, dans leur quartier. Ça, c'est pas connu, il n'y a pas de statistiques. Hein? C'est de là que les colons s'infiltrent. Le ministère de l'Intérieur a du pain sur la planche. Bien sûr, il faut donc penser, d'abord connaître, maîtriser les taux de la population en commençant par les rues. Oui, mais alors, maintenant, venons-en à ce fait d'actualité. Lorsqu'il y a des cas de violence, il y a des cas de décès, on apprend que telle maman a été tuée, les Koulouna ont agi dans tel quartier, ainsi de suite, il y a la clameur publique. Et il y a maintenant cette urgence qu'il y a à procéder à arrêter ce phénomène. Oui. Et c'est pourquoi on en arrive à ces opérations qu'on appelle opération Ndobo, opération Zéro Koulouna. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez énuméré, qui peut prendre beaucoup de temps. Nous pouvons saluer l'opération. Mais la méthode utilisée, ce n'est pas la bonne méthode. Okay. Donc, on salue l'initiative de lutter contre la criminalité dans la ville de Kinshasa. Saluer la démarche tendant à éliminer le phénomène criminel, à dissuader les criminels. Oui. Mais c'est la méthode d'approche qui ne semble pas avoir été bien pensée juridiquement. Ah bon? Prenez le cas où vous dites de tel Koulouna, et ça c'est un responsable politique, oui, qui n'est pas juge, oui, qui n'est pas ministère public. Ils seront arrêtés. Jugés et condamnés à peine de mort, ils seront exécutés. On l'annonce déjà bien. On l'annonce. Que fait-on de l'indépendance du juge? Que fait-on de la souveraine appréciation du juge? Comprenez? Et même si ces personnes-là sont, les cas échéants, condamnées à la peine de mort, est-ce que ces personnes-là sont condamnées en premier et dernier ressort pour que, ipso facto, elles soient exécutées? Est-ce que l'on ignore que le ministère public qui requiert la peine de mort, lorsque cette décision devient définitive, c'est-à-dire il n'y a plus de recours, est-ce que l'on ignore qu'il y a une obligation légale faite au ministère public de solliciter auprès du président de la République la mesure de grâce présidentielle? En attendant que le chef de l'État ne se prononce, peut-on exécuter une peine de mort? Non. Vous comprenez? Et puis, lorsque on dit toute peine doit être exécutée dans la forme que prescrit la loi. Lorsque vous vous présentez devant quelqu'un qui est condamné à mort, vous l'insultez, vous l'intimidez, vous allez être exécuté. Vous-même, vous commettez une infraction. Ça s'appelle torture morale. Quand vous dites aux parents que vos enfants, suivez s'il vous plaît, que vos enfants que vous voyez, vous ne le verrez plus, vous faites des tortures morales aux parents, vous commettez une infraction qui est de la compétence universelle des États. Au point que ces parents-là qui ont été torturés, s'ils portaient plainte contre vous dans un des États signataires de la Convention contre la torture et traitement cruel et inhumain, ces États-là, exerçant leurs compétences universelles, peuvent mettre la main sur vous. Donc, toute peine ne peut être exécutée que par un agent attitré désigné par la loi, dans la forme prévue par la loi. Et vous ne pouvez pas intimider un condamné à mort. Si vous l'insultez, vous tombez dans l'infraction. Dans l'infraction. Alors, vous avez parlé d'un responsable politique qui a tenu ce genre de discours. Il annonce l'opération, les gens vont être arrêtés, jugés, condamnés à mort, exécutés. C'est le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba. Vous ne l'avez pas cité, moi je suis journaliste. Est-ce que vous estimez qu'il avait orienté on oriente la décision des juges. Le fait d'abord, ça j'ai déjà dénoncé plusieurs fois.
je m'insurgerai toujours contre ce comportement que je trouve inadmissible de voir même les chefs des juridictions, les chefs hiérarchiques, des magistrats venir assister à une audience. Notamment, vous êtes un juge qui doit connaître de la peine. Vous venez, vous vous asseyez là pour voir vos subalternes juger, pour les coacher. Les audiences sont publiques. Sont publiques. Pourquoi dans d'autres dossiers, ils ne vont pas siéger? Deuxièmement, c'est ici où j'interpelle même les juges. Il faut qu'ils s'assument. Ah bon? Ne vendez pas votre indépendance. Aujourd'hui, les jugements que nous avons, ce sont des jugements de honte. Pourquoi? C'est comme si on amène des personnes devant le juge pour que le juge passe les écritures. Le juge devient comme des comptables de l'exécutif. On m'a mené autant de personnes à condamner à mort. Je les ai condamnés à mort. C'est comme un comptable dans une société. Il y a eu autant d'entrées. Vous passez l'écriture. Ça ne doit pas être ainsi parce que ils sont sous pression. D'abord, juger, oui. L'art de juger au pénal. Oui. C'est pas une chose facile. C'est pas juger de la responsabilité contractuelle. Juger un individu, c'est le prendre lui-même, pas dans la collectivité de Koulouna. Prendre telle personne X dans ce qu'il a de faiblesses et de points forts, dans ses études, dans sa famille, dans son cursus depuis sa naissance. Et quel est l'impact négatif de la société congolaise sur la personne? Comment d'autres personnes qui sont nées dans la même période que lui ne sont pas devenus des délinquants? Pourquoi il est arrivé à cette délinquance? Juger une personne au pénal, c'est pas chose facile. Ça prend du temps. Prenez l'exemple sur Jean-Pierre Bemba à la CPI et les autres compatriotes. Allez dans d'autres sociétés. Juger au pénal, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Il y a beaucoup de choses dans le pénal. Est-ce que l'on sait que les victimes même des phénomènes Koulouna ont un droit d'attraire la République démocratique du Congo en justice pour fait de la défaillance de ces services de l'ordre qui n'ont pas pu protéger la population qui tombe victime dans des sociétés? Tout ça, les professeurs Kalongo Mbikaï l'ont enseigné. Quand vous roulez avec les victimes s'en prennent à l'État. Quand vous roulez avec pas protégé. Quand vous roulez avec votre véhicule, vous tombez dans un trou. Vous avez le rotule qui déraille. Vous avez une action à diriger contre la République démocratique du Congo. Qui vous a donné une mauvaise route. Du fait de non-entretien de ces bâtiments. La responsabilité de l'État du fait de ces bâtiments. Parce que la route est un bâtiment. Et donc, vous comprendrez que condamner le Koulouna et dire ça y est, il faudrait même que l'État congolais soit condamné in solidum à dédommager les victimes. Ça ne doit pas s'arrêter là. Pour n'avoir pas sécurisé. Pour n'avoir pas sécurisé la population. Et donc, désormais, ceux qui sont victimes des phénomènes Koulouna, constituez-vous partie civile et demandez les dommages intérêts à charge de l'État congolais qui n'a pas pu vous protéger, qui n'a pas pu donner des moyens adéquats à ces agents de l'ordre, parce que si les agents de l'ordre étaient à la hauteur de leurs responsabilités, n'est-ce pas, beaucoup de personnes ne seraient pas tombées victimes. L'État congolais qui n'a pas pu éclairer nos villes, et laquelle obscurité favorise le phénomène criminel. Donc, juger au pénal, c'est pas facile. C'est pourquoi l'on dit même chez nous les avocats, le droit s'apprend chaque jour. Alors, un jugement au pénal, vous savez à quoi ça répond? Ça répond à beaucoup de branches de droit, à beaucoup de branches de sciences sociales, la sociologie criminelle. Quand vous rendez votre décision, vous devez savoir donner la leçon
que vous avez bien appréhendé non seulement le phénomène criminel, mais également la personne du criminel. Alors vous demandez à toutes ces victimes du phénomène Kuluna de se constituer partie civile. Lorsqu'il y a un procès, oui. Lors de ce procès-là, oui. Ne restez pas en disant oh, que l'État vient, on vient vous voir à l'hôpital ou bien quand vous enterrez. Les victimes, il faut se constituer partie civile. Il faut démontrer que si tel a été tué, il y a eu la main coupée, c'est parce que l'État ne vous a pas sécurisé. L'État ne vous a... Parce que tous les services, surtout les services de l'ordre, ont pour cette mission sécuriser les personnes et leurs biens. Alors, je reviens maintenant à la déclaration de ce responsable politique, ce membre du gouvernement qui s'adresse aux Kuluna en leur disant... Et il s'adresse aux parents des Kuluna. Vous voyez, vos enfants ici, ils vont être condamnés, ils vont être jugés, condamnés. Vous ne les reverrez plus. Est-ce que les victimes de ce phénomène Kuluna... Ce sont des tortures. Ah, c'est une torture morale. On torture les parents. Oui, on torture le moral. On fait des tortures morales aux parents. Alors, quoi qu'il en soit, même après le procès, c'est question de prendre le jugement condamnant les Kuluna et aller devant le juge civil en disant voici l'État congolais a reconnu sa défaillance. Il nous a laissé à la merci de ces Kuluna qui ont tué notre frère, qui ont amputé telle main. Et maintenant, par ce jugement, l'État reconnaît sa faiblesse. Il faudrait que nous soyons... Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu soulagés, les victimes, un peu soulagés dans la condamnation à perpétuité, par exemple? Ça ne suffit pas. Oui, il a tué mon frère, lui aussi sera tué, il sera exécuté. Ça ne suffit pas. Il faut une réparation. Qui prendra en charge les enfants qui étaient à charge de la personne décédée, tuée? Qui va prendre en charge donc ceux qui étaient à charge de la personne qui ne sait plus travailler avec ses mains, qui ne sait plus aller au boulot? Il faut que l'État répare. C'est de sa responsabilité. Alors, parlons un peu de la prévention. C'est pas moi, la prévention ou la dissuasion. Lorsqu'il y a une telle communication, vous allez être exécuté, même si on n'a exécuté personne jusque-là, vous allez être exécuté. Est-ce que les autres criminels qui n'avaient pas été appréhendés, est-ce qu'ils ne font pas profil bas avec ces genres de communication? Est-ce que ce n'est pas positif? La criminalité est une puissance en un individu. Pour nous qui avons fait encore la criminologie clinique, un individu, même les détourneurs de deniers publics, c'est des intellectuels. Il y a des crimes qui ne peuvent être commis que par des intellectuels. Le phénomène ou le criminel, c'est cette personne très habile qui sait détecter le mal et changer de forme de criminalité. C'est ainsi que vous verrez le criminel économique. Aujourd'hui, il a telle société qui répond en tel nom. Il embauche des personnes et à un moment, il licencie, au lieu de payer le décompte final, il se transforme en une autre société. Il change de pays. Il était ici au Congo, au Kinshasa. Il va traverser de l'autre côté. Un criminel. Un criminel économique. En termes de criminalité de sang, ces gens-là vous observent parce que les criminels intellectuels ou criminels à col blanc, pour utiliser le terme de la criminologie, ce sont des personnes qui observent le comportement des dirigeants, qui observent et analysent les prescrits de la loi pour savoir où se trouve la faiblesse et passer par là, délinquer pour ne pas être déniché. Vous pouvez, je prends un exemple banal, d'une dame qui a consenti à sortir avec un monsieur. Bon, l'on vous dit maintenant que la notion de consentement a évolué. Vous te dit, ouais, j'avais accepté pour telle forme. Mais lui est allé dans telle forme. Il m'a violé. Lorsque le juge n'est pas habilité
à manipuler les phénomènes criminels, risque de tomber dans le piège. Et donc, la criminalité, même quand on parle, on doit savoir que les criminels là ne sont pas de bêtes. Ils réfléchissent. Vous avez dit que c'est une puissance. C'est une puissance en soi. C'est comme la puissance d'eau. Si vous étouffez, l'eau va toujours trouver par où passer. Oui, mais alors, c'est pourquoi on dit qu'il faut exécuter, les tuer pour qu'ils... C'est pourquoi il faut chercher les bons remèdes. Par exemple, moi, j'aurais commencé l'opération machette contre une somme d'argent. Machette contre une somme d'argent. C'est lui qui a une machette. Interdire aux commerçants de vendre les machettes. De même avec les armes. Alors, quand on vous donne cette somme-là, parce qu'il faut d'abord stopper la vente de machettes pour que le même commerçant ne vienne pas vous produire les machettes moyennant 50 $. Or, si vous récupérez une machette, vous dites, monsieur, madame, on vous donne 50 $, cherchez quoi faire. N'est-ce pas? Vous aurez réglé tant soit peu le problème de la criminalité. Et donc, il faut, quand on découvre les causes, on peut les gérer. Deuxièmement, il faut d'abord arrêter l'exode rural. Donner aux chefs de rue, chefs de quartier, des missions d'identifier dans chaque parcelle qui est là. Et émettre des pièces sécurisées pour les habitants de chaque parcelle. Et alors, la police entre dans la rue, dans le contrôle des pièces d'identité. Vous devez présenter votre pièce, doit renseigner là où vous êtes. Vous ne l'avez pas, vous n'avez pas droit ici, on vous arrête. Vous verrez que la ville-province de Kinshasa sera sécurisée. Vous verrez même après cette opération, il y aura toujours la criminalité parce que lorsque le phénomène criminel est mal appréhendé, la solution à y apporter ne viendra alors, apparemment, il y aurait, je l'ai dit au conditionnel, il y aurait une sorte d'adhésion sociale aux décisions du gouvernement annonçant la peine de mort et l'exécution même des Koulouna qui sont condamnés à mort. Je lis les réseaux sociaux. Il semble que les savants ont déjà déniché qu'on passe souvent par les réseaux sociaux pour faire parler du bien d'une méthode qui ne produit pas. Donc, on passe par les réseaux sociaux et cela s'est dit. Et ça se répand. Je pense que l'un de vous a eu des problèmes parce qu'il s'est ressourcé, il publiait, même contre certains membres du gouvernement. Donc, c'est une méthode, mais vous savez, au niveau de cette responsabilité-là, il faut concevoir une politique. Ce n'est pas la tête de la personne, ce n'est pas la présence de la personne. Il faut concevoir une politique, des réformes qui va rester pérenne, quel que soit l'animateur du ministère de la Justice. Quand il y a des règles, on va marcher. Il suit la feuille de route. Je pense que le ministère de la Justice n'est pas uninominal. Ce n'est pas personnalisé. Les hommes passent, les institutions restent. Tout ce que l'on peut faire de bien, tant que ce n'est pas sur des règles, on rêve. Mais il faut concevoir des règles. Et le droit, ce n'est pas les dialélos. Le droit, ce n'est pas de la musique. Le droit revient aux grands penseurs, les gens qui ont le temps de s'enfermer, d'étudier chaque phénomène. Nous avons la justice électorale que nous devons réformer. Nous avons la justice sociale, nous avons la justice pénale, nous avons la justice civile, nous avons la justice constitutionnelle, nous avons la justice administrative. Il faut du temps, monsieur. Il faut du temps. Ah, ça fait costaud. Monsieur, c'est pas de la blague, le ministère de la Justice. C'est pas de la blague. Alors, on se retrouve maintenant dans un cas où des peines de mort sont prononcées, mais non exécutées. Le chef de l'État. On n'a rien fait alors. En tout, c'est le chef de l'État qui a le dernier mot parce que c'est en son nom que sont exécutés les jugements, ordonnances et arrêts de cours et tribunaux. Donc, surtout en matière de condamnation à la peine capitale,
c'est le chef de l'État qui a le dernier mot. Même si les personnes seraient condamnées en premier et dernier ressort, le ministère public est tenu de demander une mesure de grâce auprès du chef de l'État. S'il ne le fait pas, il commet vous l'avez déjà dit, hein, vous l'avez dit lorsque... d'abstention coupable. Il doit le faire. Et donc, tant que ces personnes-là condamnées au premier degré ici, vous ne pouvez pas les envoyer à Angenga parce que leur juge d'appel n'est pas là-bas. Oui, oui. S'ils sont condamnés par le tribunal de grande instance de Kinshasa, Matete, leur juge d'appel, c'est la cour d'appel. Ah bon? Il faut leur permettre de comparaître devant le juge d'appel. Mais on a déjà annoncé qu'ils vont envoyer à Angenga. Monsieur, le droit, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Le droit, c'est à l'université. Le droit, c'est à l'université, pas dans les réseaux sociaux. Donc, ils ne vont pas aller à Angenga. Deuxièmement, s'ils sont condamnés là-bas, cour d'appel, cassation. Tant que la cassation n'aura pas été vidée, leur juge de cassation se trouve ici. C'est la cour de cassation. Donc, on aurait le fait une population. Monsieur Ambroise, je répète, le droit, c'est à l'université et non dans les réseaux sociaux. Alors, dernièrement, on se retrouvait là, on parlait de ce procès contre Corneille Nangaa et l'AFC. Vous disiez que personne ne sera exécuté. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une sorte de pression internationale par rapport à ça? Je vous avais dit qu'on ne peut pas créer des problèmes à notre régime. Sous ce régime qui est le nôtre, on ne va pas aller à l'encontre des engagements internationaux de la République démocratique du Congo. Peut-être un autre régime. Mais sous ce régime, on n'exécutera pas. Ces personnes-là, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut créer des peines de substitution à la peine de mort. Et les esprits qui réfléchissent encore existent dans ce pays. Peut-être ne passent pas par les réseaux sociaux. Mais ils écrivent, ils méditent. Ces esprits-là réfléchissent pour le bien de ce pays. Que faire? Que faire? Faut-il, c'est pas moi, réformer quoi? On a tenu des états généraux de la justice. Il y a eu des résolutions. Maintenant, c'est comme si on n'a rien fait. On fait du surplace. Je vous dis ceci. Aucune résolution des états généraux de la justice non coulée sous forme législative n'a l'autorité sur le juge dans sa mission de dire le droit. Le juge, en effet, dans sa mission de dire le droit, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Point barre. Ah bon? Ah oui. Donc il faut que ça passe par... il faut que l'on formalise que tout ce qui a été conçu, qu'on ait le temps dans son bureau, avec tous les partenaires, de concevoir des lois, des réformes. Connaissant bien notre pays, on est parti pour plusieurs années. On est parti pour plusieurs années. C'est de l'argent qui a été dépensé. En 2015, il y a eu d'autres états généraux de la justice. En 2024, des états généraux de la justice. Et pour formaliser, les codifier, ça prend du temps et les mandats pourraient se terminer. Est-ce que pour concevoir des cartes sécurisées que les supermarchés distribuent à leurs clients, il faut combien de temps pour que chaque chef de rue puisse être responsable du nombre des habitants de sa rue, dans chaque parcelle? C'est question de volonté et d'avoir la tête fraîche, pas une pensée agitée. Apparemment, on va terminer par quelque chose que j'apprends toujours. Je n'ai pas fait le droit. Ça relève de la communication qu'il y a eu autour de cette opération de Koulouna, ainsi de suite. On apprend, on dit, lorsqu'un juge parle beaucoup, communique beaucoup, il commet beaucoup d'infractions, il cache une certaine faiblesse. Je ne sais pas si dans votre formation, vous savez... Le juge ne parle pas beaucoup, le juge écoute beaucoup. Le juge est appelé à la sérénité, oui,
à la courtoisie envers les parties et leurs conseils, Oui. le juge ne s'exprime qu'à travers ses jugements. Mais les membres du Si gouvernement... vous voyez un juge agité d'expérience d'avocat, Ok. un juge qui tonne, qui criaille beaucoup, c'est ignorant parce qu'il veut noyer son ignorance dans la colère, Ok. dans les criailles. Mais regardez, nous avons des juges comme ça ici dans le pays qui vous écoutent, qui vous posent des questions avec politesse, avec courtoisie, respect. Monsieur, est-ce qu'on peut noter? Madame, est-ce qu'on peut noter ça? Et donc, mais un juge agité n'est pas juge. Ok. Parce qu'il y a même un principe dans la mission de juger qui dit que aucun juge ne peut juger en fonction de ce qu'il a connu comme homme. Dès que vous avez été témoin d'un fait, vous devez cesser de porter le statut ou d'exercer le statut de juge. Parce que c'est un phénomène que vous avez connu comme homme et il y a votre jugement risque d'être empreint de votre appréciation d'homme. On a fini, on est arrivé à la fin, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Qu'est-ce que l'on peut retenir en bref, de cette question de la criminalité en RDC, de ce qu'il faut faire pour en finir? La bonne gestion du phénomène criminel consiste d'abord en déceler les variables indépendantes, c'est-à-dire les causes. Lorsque les causes sont connues et bien identifiées, on peut bien apporter des remèdes. Aucun phénomène criminel ne pourra être vaincu à travers les écritures des jugements où le juge se comporte comme un écrivain à qui l'on a demandé de condamner. Le juge, lorsqu'il est devant un criminel, doit être sûr d'abord de la dimension criminelle, de la dangerosité que représente la criminalité en face de laquelle il se trouve. Il doit s'imprégner de la personnalité du criminel. Est-ce la personne a commis un crime d'emprunt, d'influence, un crime d'occasion parce qu'il s'est trouvé à cette occasion-là, ou bien c'est un criminel professionnel? La répression d'un criminel d'occasion ou un criminel d'emprunt ne doit pas être la même répression qu'on peut appliquer à un criminel professionnel. Lorsqu'on fait cette distinction, pour frapper fortement les criminels professionnels, je pense que la société peut se trouver dans la paix. Alors, pour bien gérer actuellement le phénomène Kuluna, nous suggérons que d'abord que l'on commence à maîtriser le nombre des habitants d'une parcelle dans chaque rue. Ouais. Et en ce moment-là, je pense que tous ceux qui n'auront pas des pièces d'identité, je ne parle pas encore de la pièce que délivrera le ministère de l'Intérieur, mais quand même qu'on sache que dans telle parcelle, il y a autant de personnes portant tel numéro, et la police peut bien faire son travail en arrêtant des personnes qui ne seraient pas identifiées à une parcelle bien déterminée. Merci, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Nous rappelons que vous êtes chercheur au crèche, du Centre de recherche en sciences humaines. Merci. C'est moi. D'avoir été sur ce plateau de table ronde. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro de table ronde. Au revoir.